À la fin du premier chapitre, nous avons vu comment un brûleur de mazout moderne exploite le principe de l'atomisation pour produire une flamme efficace et propre. Mais le brûleur n'est qu'une composante d'un système fonctionnel. Par exemple, la chambre de combustion doit entourer la flamme et dégager de la chaleur sur l'enveloppe de la flamme pour l'aider à brûler l'huile au complet. Ensuite, il y a l'échangeur de chaleur, lequel forme un mur entre la chambre de combustion et l'air dans une fournaise ou l'eau dans une chaudière. Vous avez appris dans le chapitre 1 que la chaleur est un sous-produit de la combustion. Les autres sous-produits sont le gaz carbonique et l'oxygène. Avec l'eau sous forme de vapeur superchauffée, ces produits passent par le carnot du système de chauffage et par la cheminée. Le système de chauffage peut demander un apport d'air frais de l'extérieur, des contrôles de température et parfois des dispositifs pour régler le tirage afin de rendre le système entièrement automatique. Pour qu'un système de chauffage soit efficace, toutes les composantes doivent fonctionner en harmonie. Les chambres de combustion se présentent en plusieurs formes et dimensions. Quand la chambre de combustion de style ancien revêt un profil comme ces deux-ci et qu'on utilise des brûleurs anciens qui ne contiennent pas la flamme, il y a des coins et surfaces plus frais que la flamme ne réussit pas à remplir, ce qui donne comme résultat une évaporation moins rapide et une combustion incomplète des gouttelettes. Les brûleurs modernes contenant la flamme sont moins influencés par les variations de configuration dans la chambre. Le secret de l'efficacité énergétique du mazout, c'est de le consommer rapidement et complètement. Idéalement, la chambre doit donc se conformer à la configuration de la flamme et réfléchir la chaleur à la flamme. Il existe deux types de matériaux réfractaires couramment utilisés dans les chambres de combustion. La brique réfractaire est utilisée depuis toujours pour la combustion du pétrole. La brique ou les surfaces coulées de chambre donnent une réfraction qui est durable et fonctionnelle par des températures de 2300 degrés Fahrenheit. Le deuxième matériau réfractaire est un matériau doux, typiquement fait de fibres de silice et d'alumine. Ce matériau est utilisable jusqu'à 2300 degrés Fahrenheit. Voici 3 chambres de combustion fabriquées de matériaux doux et réfractaires. Ce matériau de fibre permet de faire facilement une chambre de combustion avec peu ou pas de coins et sans surface fraîche. Ce genre de chambre comporte aussi d'autres avantages. Une élévation rapide de la température, des températures de flamme uniformes durant le fonctionnement continu, une isolation acoustique contre le bruit de la combustion, une protection contre la chaleur intense et les cycles de chauffage et de refroidissement rapides. Mais que dire d'un appareil comme celui-ci? Il s'agit d'une chaudière à base aqueuse comportant un brûleur qui lance sa flamme contre une paroi. Dans le cas présent, les températures de flamme peuvent être plus basses, de 200 à 400 degrés, vu que la chaleur est rayonnée vers les surfaces environnantes renfermant de l'eau, ce qui procure une excellente transmission de chaleur. Ceci est une chaudière à base sèche. La chambre de combustion entoure complètement la flamme. Les gouttelettes d'huile sont consumées au complet dans la chambre. Les gaz chauds sortent dans le haut pour transmettre leur chaleur aux surfaces environnantes de l'échangeur thermique. Étant donné que la chambre de combustion contribue à la combustion complète de la flamme, ces dimensions doivent correspondre à la capacité de l'azutage, de sorte que l'on obtienne la quantité de chaleur voulue. Les dimensions physiques de la chambre dans la plupart des applications résidentielles sont basées sur le nombre de pouces carrés du plancher de la chambre. 80 à 90 pouces carrés sont des dimensions normalement idéales pour un taux de chauffage d'1 gallon par heure. On peut réparer rapidement une chambre de combustion à l'aide de cette trousse de revêtement céramique. Il vient à l'état humide et flexible, de sorte qu'on peut facilement l'installer à l'intérieur d'une chambre et le mouler selon la forme de celle-ci. Quand la chambre est chauffée, le matériau devient rigide. On obtiendra les dimensions pour les chambres carrées, rondes et rectangulaires dans ce tableau pratique. Il renseigne aussi sur la hauteur idéale des parois en fonction de la capacité de chauffage du brûleur. Il faut que le bout du brûleur soit positionné à environ 1/4 de pouce de la paroi intérieure de la chambre, de sorte que la tête de combustion et le tuyau d'air ne seront pas surchauffés par les gaz chauds en circulation. Là où le chauffage risque d'être très intense, on placera un matériau de fibre réfractaire autour du diamètre extérieur du bout du brûleur et du tuyau d'air afin de procurer une isolation contre le rayonnement et la surchauffe. Si on ne peut pas installer un matériau isolant et que l'ouverture de la chambre dépasse 4 pouces et 3/8,
Il faut rentrer encore un peu le bout du brûleur tout en s'assurant que le jet d'huile n'atteindra pas les parois d'entrée. L'échangeur thermique accepte la chaleur sans aucun dégaz ni aucun sous-produit de la combustion et transmet celle-ci soit à l'air contenu dans les conduits, soit à l'eau de la chaudière. Trois choses influencent la transmission du degré de chaleur de l'échangeur: les différences de température, le temps de contact et l'isolation. En maintenant une température élevée sur le côté combustion de l'échangeur et en faisant circuler l'air ou l'eau sur le côté transmission, l'on attire un maximum de chaleur dans l'air ou dans l'eau. En augmentant la surface de l'échangeur, vous attirez davantage de chaleur dans l'air ou dans l'eau. Diminuer l'excédent d'air de la combustion augmente aussi le temps de contact, puisqu'il se produit un plus petit volume de gaz chaud de combustion. Ce graphique illustre le rapport entre le volume de gaz chaud de combustion et la température de ces gaz lorsqu'on augmente le volume d'excédent d'air. Remarquez que la température diminue à mesure que le volume d'air augmente. L'isolation entre la chambre de combustion et l'échangeur thermique est la dernière chose à rechercher. Mais c'est justement ce qui se produit quand il y a accumulation de suie. L'on estime qu'un huitième de pouce de suie équivaut à 1 pouce d'isolant de fibre de verre. Voilà pourquoi il faut nettoyer les échangeurs chaque année. Tirage est le terme employé pour décrire la faible succion qui tire les sous-produits de la combustion vers l'extérieur par la cheminée. Le tirage naturel est la conséquence de gaz chauds qui s'élèvent. En faisant passer les gaz chauds par une cheminée étroite et haute, ceux-ci s'élèveront plus vite. Le tirage par courant d'air est la succion dans la cheminée par les vents qui soufflent au-dessus de la cheminée. En plus du vent, le tirage peut être influencé par la hauteur de la cheminée. Plus la cheminée est haute, plus le tirage est fort. La température des gaz. Plus les gaz sont chauds, plus le tirage est fort. La froideur de l'air extérieur. Plus l'air est froid, plus le tirage est fort. Les grandes fluctuations de tirage entraînent de sérieux problèmes de combustion. Par exemple, plus de fumée lorsqu'un tirage trop faible diminue l'air de combustion. Un rendement inefficace quand un tirage trop fort aspire trop d'air dans le processus de combustion, diminuant ainsi le CO2 et augmentant la température de la cheminée. La perte de chaleur quand le chauffage est arrêté est attribuable à un tirage fort qui aspire la chaleur dans la cheminée. La meilleure façon de réduire au minimum les problèmes de tirage, c'est d'utiliser une jauge de tirage pour mesurer l'intensité du tirage lors de l'installation du brûleur. Faites votre relevé quand le brûleur est froid. C'est à ce moment-là que le tirage est le moins fort. Réglez le brûleur pour une combustion de 0 fumée avec une indication de moins 0,01 à moins 0,02 pouces d'eau sur la jauge. Avec ce réglage-là, le brûleur a normalement un tirage suffisant dans des conditions variables. Ensuite, vous devrez trouver une manière de régler le tirage pour qu'il demeure dans un état idéal. Voici quelques régulateurs de tirage sur le marché servant à maintenir ce tirage à moins 0,01 jusqu'à moins 0,02 pouces. Ils ont tous recours à un battant lesté pour régler le tirage, en permettant à l'air de la pièce de pénétrer dans le carnot puis dans la cheminée, plutôt que de trop en tirer de la zone de combustion. Commencez par faire un relevé du tirage au-dessus du feu. Si le tirage est plus fort que ce que vous voulez ou que ce qui est spécifié par le fabricant de l'appareil, réglez le poids du régulateur pour permettre au battant d'ouvrir davantage. Si le tirage est inférieur à moins 0,01 pouces, réglez le poids du régulateur pour fermer à peine le battant. Si vous n'êtes pas capable d'obtenir l'indication de moins 0,01 pouces, vous aurez peut-être besoin d'un ventilateur favorisant le tirage. Le deuxième relevé doit être fait au raccord du tuyau. À cet endroit, l'indication doit être légèrement supérieure au tirage au-dessus du feu à cause de la baisse de pression ou de la résistance dans les conduits de l'échangeur thermique. Mais le tirage ne fonctionne pas seul. Il est influencé par le carnot et par la cheminée. Faites en sorte que le carnot ait le même diamètre que le tuyau de raccord. Utilisez le moins de coudes possible. Dans ce cas-ci, le régulateur du tirage est installé dans le carnot entre l'appareil et la cheminée. Le diamètre du tuyau du régulateur doit être au moins aussi large que le diamètre du carnot, à moins que le fabricant ne spécifie autrement.
Le tuyau doit s'élever à raison d'un quart de pouce par pied sur la longueur menant à la cheminée. La cheminée est habituellement faite de briques, mais on peut aussi utiliser des alliages spéciaux de métaux. Les deux matériaux doivent être inspectés régulièrement. Quand vous découvrez des conditions douteuses, faites-en part au propriétaire. Un réparateur de cheminée peut remédier au problème. Maintenant, vous savez quoi vérifier à partir du brûleur jusqu'au sommet de la cheminée. Mais que dire du système d'alimentation en mazout? De quelle façon est-ce que cela influence le rendement d'un brûleur? Et que peut-on faire pour assurer un bon acheminement du mazout vers la fournaise? C'est ce que nous regarderons ensemble dans le chapitre numéro 3 de notre série de cours. Ce vidéo est une gracieuseté de Detson Beckett.